qui rassure l'État de la conformité de la procédure. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un projet, ça a été, ces projets émargent dans le budget, on sait pertinemment bien que l'État s'est engagé, et en ce moment-là, il donne son quitus pour que la procédure continue. S'il constate à son niveau qu'il n'y a pas de soubassement, il abandonne, il n'a pas besoin d'évoluer. Après avoir rassuré l'État de son engagement, on procède maintenant, on va maintenant au niveau de la liquidation. Dans la liquidation, il y a toute une démarche, justement pour voir comment l'État va-t-il payer. Et après, il y a ce qu'on appelle l'ordonnancement. L'ordonnancement s'effectue justement pour vérifier et le numéro de compte et le coût. C'est-à-dire que toutes les études qui ont été menées doivent être déposées au niveau de la direction du trésor et d'ordonnancement pour qu'on se rassure qu'effectivement l'État est en mesure de payer et cette entreprise respecte fidèlement les normes édictées par nos lois. Est-ce que la procédure a-t-elle été respectée? Est-ce que cette entreprise paye-t-elle les impôts? Est-ce que cette entreprise a effectivement la capacité de rembourser? Est-ce qu'il y a eu un projet tout plan de décaissement pour que l'on sache qu'est-ce qui va se faire et comment évaluer? Lorsque le DTO finit son contrôle, il émet un document essentiel, le OPI, le ordre de paiement informatisé. C'est-à-dire que vous avez là toutes les procédures essentielles pour que l'État s'engage à décaisser le fonds public. Il envoie au niveau du directeur de cabinet du ministre en charge des Finances. À ce niveau, il y a des études qui sont faites, il y a des contrôles qui sont effectués, justement pour se rassurer qu'effectivement, l'État doit payer. C'est après qu'on envoie auprès du ministre qui va intimer l'ordre de payer. Mais lorsqu'on intime l'ordre de payer, l'information que l'on envoie au niveau de la Banque centrale se fait à deux niveaux. Premièrement, on envoie électroniquement les informations liées au projet au niveau d'une direction, au niveau de la Banque centrale. Il y a une direction qu'on appelle la direction des opérations. Et dans cette direction des opérations, on ne peut pas décrypter ou déchiffrer les informations sans avoir préalablement le code. Tout agent de la Banque centrale n'a pas accès à cette information. Seul le directeur des opérations qui en a la capacité parce qu'il dispose d'un code. On envoie une lettre au gouverneur pour donner la nature du décaissement. Et en règle générale, c'est comme ça que cela se fait. Mais fort malheureusement, dans la pratique, on se rend compte qu'ils ne respectent pas la chaîne des dépenses. Ils ont tendance à court-circuiter certains ministres, surtout le ministre du Budget, en faisant passer le document du ministère des Finances au gouverneur de la Banque centrale via le directeur des opérations sans que le ministre en charge du budget en soit informé. Et c'est à la fin qu'on lui demande de régulariser. Parce que toutes les dépenses qui s'effectuent doivent répondre à cette exigence-là. Le ministre du budget qui veille sur le respect du budget, parce que le budget est une composante essentielle de la loi des finances. C'est-à-dire que l'on doit veiller au respect strict de cette loi qui organise les dépenses publiques dans l'État. Le fait seulement qu'ils n'ont pas respecté la procédure, ils vont outrepasser leurs compétences, ou sinon, il y a dans la LOFIP, il y a une norme qui vous dit assez que l'on prenne des décisions exceptionnelles dans des cas exceptionnels. Voyez-vous, ce n'est pas interdit de décaisser l'argent sans respecter la chaîne des dépenses, mais il faudrait procéder par la régularisation à la suite. Mais la loi prévoit les matières, le cas exceptionnel. Ce n'est pas pour tous les projets. En ces moments-là, on vide l'État de sa capacité à contrôler. Or, comme vous le savez, dans la gestion, de manière classique, la fonction qui permet aux gestionnaires de corriger les imperfections de gestion, c'est la fonction contrôle. Parce que si vous regardez dans le fonction managériale, en dehors de la planification, organisation, direction,
il y a une quatrième fonction qui est la fonction contrôle. C'est grâce au contrôle qu'on amène les mesures de mitigation. C'est grâce au contrôle qu'on veille sur l'application stricte de ce qui est prévu. Alors, le fait seulement qu'ils ne veulent pas passer par le contrôle, ils créent des mécanismes exceptionnels en vous disant, par exemple, nous sommes en pleine avant campagne, on doit décaisser l'argent d'urgence pour plaire au chef. Et dans ce contexte-là, le gouverneur de la Banque centrale ne peut pas s'y opposer. Il vous souviendra, lors du congrès de 2019 de M. Félix Tshisekedi, je crois que c'était son premier congrès, face à l'Assemblée nationale et au Sénat, M. Félix Tshisekedi vous a dit qu'il avait l'intention de construire des logements pour les militaires. Et il y avait un ministre de l'époque, Sélé Alabouli, qui s'était constitué en obstacle. Justement parce que Sélé Alabouli voulait appliquer ce qui est dit par le manuel de procédure. Et à la fin, vous connaissez la suite. C'est-à-dire que si on respecte la procédure, avant même que l'État ne s'engage à décaisser l'argent, on va déceler le faille. On va empêcher à ce qu'il y ait détournement. Mais le fait seulement que l'ordre vient d'en haut et que nous sommes dans une gouvernance d'oralité, on n'a pas besoin de documents. L'essentiel pour eux, c'est d'avoir l'essentiel pour eux, c'est d'avoir le cutus de la personne que vous présentez généralement comme chef de l'État. Et c'est comme ça qu'on crée la désolation et les détournements. Alors, je voudrais à ce stade vous dire, si déjà en termes de rémunération, ils gagnent plus, en termes de traitement, parce qu'ils ont tous rang de ministres, et ainsi de suite, mais en même temps, ils ont le pouvoir de détourner le fonds public par des initiatives privées et qu'ils essaient de revêtir un caractère légal en socialisant leur démarche de détournement. Et au finish, vous allez vous rendre compte, il n'y a que le peuple qui en pâtit. Parce que c'est comme ça que vous trouvez l'essentiel de ceux qui sont au pouvoir ont une obésité financière. Ils ont beaucoup d'argent. Justement parce qu'ils créent des mécanismes hétérodoxes qui leur permettent de s'enrichir de manière insolente. Et à la fin, ils vous lancent dans ce genre de procès où on présente le faux criminel alors que le vrai criminel reste impuni. Je prends le cas du fameux programme 100 jours. On vous a présenté Caméré, n'est-ce pas, comme l'initiateur du projet. Je tiens à vous dire, le programme 100 jours, c'est le programme de M. Félix Tshisekedi. C'est lui qui l'a présenté à l'IMED, c'est lui qui a eu à évaluer à 3 niveaux, c'est lui qui a intimé l'ordre de l'exécution, c'est lui qui a transféré le pouvoir d'agir à tous ceux qui sont intervenus. Et donc, vous comprenez au finish que c'est lui qui devait en réalité porter la responsabilité. On a jugé Caméré, il a été condamné à la première instance de 20 ans, il a interjeté appel pour être condamné cette fois-là à 13 ans, et la Cour de cassation a tout cassé. Fort malheureusement, il a cassé et la procédure et les finances publiques, parce que jusque-là, personne n'a recoupé l'argent. Donc, vous comprenez que ce sont des pratiques politiques qui permettent à ceux qui posent des actes répréhensibles contre l'État d'être protégés, pas cette fois-là par le politique, mais par les judiciaires. Ce sont les judiciaires qui protègent ceux qui sont détourneurs de fonds publics. Deuxième cas, vous prenez le cas de Matata Pony. Je crois que je vais insister là-dessus parce qu'il y a à boire et à manger. Monsieur Matata Ponyo et son gouvernement, légalement, ont initié un projet. Le fameux projet de Bukangalonzo, que j'ai critiqué par ailleurs. Dans ce projet, ils avaient effectivement l'intention de d'injecter 400 et quelques millions de dollars pour des projets dans le sens de la production agro-industrielle. Ils avaient trouvé un projet pilote à Kenge, justement parce que Kenge est non loin de la zone économique spéciale au niveau de Maluku. Ils pensaient qu'en produisant, ils pouvaient gagner le marché international
mais aussi couvrir la demande en interne. Et pour Bukamalonzo, ils avaient prévu 286 millions de dollars, c'est ce qu'ils devaient décaisser comme fonds. Ils ont eu effectivement à décaisser les 286 millions de dollars. Mais Matata Pogno et consorts sont jugés pour 89 millions. 89 millions. Ce n'est pas pour les 286 millions. 89 millions. Et ce qui est grave, sur les 89 millions, personne ne nous a démontré qu'effectivement, sur le plan technique, cet argent aurait été ou a été détourné. On va vous donner le fameux rapport de l'IGF. Dans ce rapport, l'IGF avait confié la mission à 3 personnes pour mener des enquêtes sur une super structure qui est le projet Bukamalonzo. Attention, le projet Bukamalonzo avait créé 3 entreprises. Et sur les 3 entreprises, la première entreprise s'occupait de la production, la deuxième entreprise s'occupait des intrants, la 4e entreprise s'occupait des équipements. Et tout était supervisé par Africom Commodity. Dans ces systèmes de production qu'ils avaient mis en place, il y avait de comptabilité. Et les 3 personnes qui avaient reçu mission d'auditer ou d'enquêter par rapport à la gestion de finances publiques à ce niveau, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas accès à certaines informations essentielles. Ils l'ont dit dans leur propre rapport. Et ils ont déduit par la suite que l'argent serait détourné. Or, Africom Commodity, par Gobler, reconnaît avoir perçu l'argent. Reconnaît effectivement avoir perçu l'argent. Et dans l'argent perçu, ça correspond pratiquement au montant. Mais il y a un élément technique que la Cour constitutionnelle ne veut pas considérer. Ce sont le SWIFT. Parce que généralement, lorsqu'on effectue des opérations financières, et surtout par voie bancaire, il y a des frais bancaires à payer, n'est-ce pas? Dans ces frais bancaires, il n'y a pas que le frais que l'on paie à la banque. Mais il y a aussi un autre problème qui apparaît, la question de la parité. L'argent qui a été décaissé dans le cadre de ces projets était transféré à un compte bancaire en Afrique du Sud. Dans l'économie sud-africaine, on n'utilise pas le dollar comme chez nous. Les opérations se font en monnaie locale. Mais lorsqu'on fait les transferts d'un compte congolais vers le compte sud-africain, il y a de frais à payer. Non seulement le frais bancaire, mais il y a aussi le cas de parité, le cas de taux d'échange. Parce que nous n'appliquons pas le même taux. Et lorsqu'on fait ces transferts, il y a une quantité d'argent qui se perd dans ces opérations. Je prends un cas. L'essentiel d'entre vous ont le numéro M-Pesa. Vous avez le compte M-Pesa en francs et en dollars, n'est-ce pas? Quelqu'un qui vous doit 20 $, qui voudrait effectuer une opération de paiement, il a l'argent en dollars, mais il doit vous l'envoyer en francs congolais parce que vous ne voulez pas qu'on vous envoie en dollars, parce que vous avez ce qu'on appelle le rallonge. Vous devez à l'opérateur l'argent. Comment il doit procéder? Il doit vous transférer de 20 $, lui-même va constater qu'on va défalquer le frais de transfert. L'argent qu'il vous envoie sera au taux d'achat et au taux de vente de dollars. Vous allez percevoir 28 000 multiplié par 2. Mais quand vous allez faire sortir l'argent pour payer cette fois-là, acheter les dollars, vous allez convertir à 2885. C'est-à-dire que dans ces opérations, il y a les frais à payer. Et je crois que tout le monde comprend ça. C'est ce qui s'est passé avec le fameux projet de Bukamalonzo. Et le procureur général près de la Cour constitutionnelle
Ne cherchons pas à associer les techniciens pour démontrer le côté technique de la procédure. Il va prendre une décision sur ce point-là sans nécessairement intégrer l'aspect technique. Deuxième élément, c'est par rapport à la responsabilité des uns et des autres. Je commence d'abord par la responsabilité de M. Mattal. Au-delà du débat sur les immunités ou pas, M. Matata, en tant que Premier ministre, est en droit d'initier le projet Boukangalonzo parce que cela relève de la compétence de son département ou de son institution, le gouvernement. Cependant, il n'a pas respecté certaines procédures en termes de passation des marchés. Mais ce qui est vrai, dans la plupart des cas, il n'a pas aussi respecté la procédure en termes de décaissement de fonds. Parce que l'argent ne sortait pas en respectant la chaîne de dépenses. L'essentiel de financement qui ont été effectués se faisait en mode d'urgence. Et nous allons vous apporter des éléments. Justement parce qu'ils n'ont pas respecté ça, ils ont été rattrapés par la suite. Parce que la traçabilité n'a pas été effective du fait qu'ils n'ont pas tenu compte de ces éléments-là. Et la conséquence aujourd'hui, ils répondent devant la justice, bien que la procédure n'est pas jusque-là respectée. Deuxième élément, le gouverneur de la Banque centrale